Il y a des trucs que je déteste quand on parle de manga et d'anime. Ce sont les clichés qui sont attribués à certains termes. Ces clichés, vous les connaissez. Les ecchi ne peuvent pas avoir de fond, ça existe juste pour exciter les prépubères. Les neketsu, c'est de la violence débile qui ne peut pas aborder des thèmes sérieux. Le héros gros, c'est un genre pour tordus qui ont un grave problème psychologique. Et l'un des termes qui est le plus soumis à ces préjugés, c'est bien shoujo. Il est tellement facile pour une personne de perdre de l'intérêt pour un manga à partir du moment où on lui dit que c'est un shoujo. Mais ce serait oublier un manga pourtant reconnu qui se trouve aux antipodes des a priori que peuvent avoir la masse. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Nana. Nana est un manga qui a commencé à être publié en 2000 dans le magazine Cookie de Shueisha et qui est édité chez nous par Delcourt. Il est le plus gros succès de son auteur Ayazawa qui s'était déjà fait connaître pour nombre de ses mangas. Cependant, suite à un problème de santé de la mangaka, le manga est en stand-by depuis mars 2009. Ça fait déjà 7 ans. A noter que le manga a eu le droit à une adaptation en série animée et en 2 films live. Nana nous raconte l'histoire de 2 jeunes filles. La première, Nana Komatsu, avait une liaison avec un homme marié, qui mit fin à leur relation à la fin de sa dernière année de lycée. Suite à cela, elle passera 1 an à essayer de surmonter cette épreuve, entourée de son petit groupe d'amis avec qui elle va passer cette nouvelle année. Au bout du compte, elle oubliera cet homme, Asano, et va finir par se trouver un nouveau copain avec qui ce sera le grand amour. Problème, à l'exception d'elle, l'intégralité du groupe va être obligée de déménager à Tokyo pour continuer leurs études, en la laissant seule une nouvelle année dans leur petite ville de campagne. La deuxième fille, elle aussi appelée Nana, Nana Ozaki, est chanteuse dans un groupe punk. Elle n'a plus aucune famille et vit avec son copain et bassiste de son groupe, Ren. Alors que tout allait bien pour elle, Ren lui apprend qu'il a accepté de rejoindre un groupe qui va passer professionnel et qu'il va devoir partir à Tokyo pour pouvoir vivre de sa musique. Trop fière pour partir avec lui, l'aimant trop pour le retenir, les 2 amoureux se sépareront en larmes sur le quai d'une gare. L'histoire débute réellement 1 an plus tard, quand ces 2 jeunes filles qui semblent si différentes mais ayant pourtant le même âge et le même prénom, décident de partir toutes les 2 pour Tokyo avec chacune leurs objectifs. D'une rencontre qui semble signée du destin dans un train, elles vont finir par vivre ensemble en appartement. On suivra alors leur vie à Tokyo à travers toutes les épreuves qu'elles vont vivre. Bon, autant ne pas passer par 4 chemins pour parler de ce manga. Si vous vous êtes déjà intéressé au manga dans son ensemble, ou ne serait-ce qu'au shoujo, vous avez forcément déjà entendu parler de Nana. Ce manga a acquis une telle notoriété qu'aujourd'hui, énormément de personnes affirment qu'il est l'une des références les plus importantes du shoujo. Et je pèse mes mots, car beaucoup iront même jusqu'à vous dire que Nana est le meilleur shoujo de tous les temps. Ce que dans le fond je trouve un peu débile, étant donné que shoujo signifie juste un terme démographique et ne représente pas du tout un genre, mais c'est juste histoire de vous donner une idée. Aborder un manga avec une telle réputation n'est donc pas évident, et franchement je ne sais pas par quel bon bout il serait mieux de l'attraper pour en parler. Et si on commençait par le plus important et ce qui est au centre de l'histoire, les personnages. Vous l'avez deviné, l'intrigue tournera principalement autour des 2 nanas. La première, que je vais renommer Hachi, comme dans le manga, est l'archétype de la petite princesse, ayant une grande famille qu'il aime, assez superficielle, voire niaise, rêvant du grand amour et de la vie de famille au sens traditionnel du terme. La deuxième est son total opposé. Nana est une femme forte et fière qui, même si elle aime son entourage, ne veut pas dépendre d'eux. Elle est râleuse, voire même colérique, elle n'a jamais connu l'amour d'une famille et n'a jamais eu de fille comme amie. De totales opposés, et pourtant, l'alchimie qui se crée entre les personnages marche immédiatement. Hachi idéalise Nana, pour son côté déterminé, pour sa force, parce qu'elle représente tout ce qu'elle adore. Nana, quant à elle, aime Hachi, pour sa gentillesse, sa naïveté innocente, parce que même si elle possède tant de choses qu'elle a toujours voulu, elle garde une certaine pureté. Mais les 2 filles sont loin d'être sans défaut, l'une comme l'autre, et c'est ainsi qu'on se rend compte de l'une des plus grandes qualités du manga. Il est réaliste. Je sais que ça peut être facile de dire que c'est une grande qualité du manga, et vous me direz qu'il y a plein de mangas et animés qui arrivent à se montrer réalistes, donc je vais essayer de développer ce point. Contrairement aux personnages clichés que l'on peut imaginer quand on entend shoujo, les personnages de Nana ne nous sont pas montrés de manière unilatérale. L'intégralité des personnages ont leurs qualités comme leurs défauts, chacun a son caractère, son passif, ses faiblesses, ses objectifs. Le manga n'entreprend jamais de détour dans tout ce qu'il nous raconte. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que les 2 protagonistes, avant même le début de l'histoire, ont déjà perdu leur virginité. On se retrouve face à des personnages humains que l'on n'est pas obligé d'apprécier. J'ai souvent vu des critiques contre ce manga disant que l'on n'arrive pas à s'attacher aux 2 nanas, mais sans vouloir dire que c'est voulu, c'est compréhensible. Comme le manga n'essaye pas d'influer sur notre appréciation des personnages, les affinités que le lecteur se crée avec chacun d'entre eux sont totalement subjectives. Vous n'aurez donc pas besoin d'apprécier les personnages pour être témoin de leur vie. Tiens, en parlant des autres personnages, que valent-ils? Eh bien... tous les personnages, sans aucune exception, sont intéressants et extrêmement bien traités. C'est bien que je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur chacun d'entre eux pour vous l'expliquer.
La palette de personnages est à la fois grande et variée, pas un seul ne ressemble aux autres, et chacun a le droit à son développement en parallèle de l'histoire des deux nanas. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce sont les développements des relations entre chacun d'entre eux, car le manga parle avant tout de relations humaines, principalement celle entre Nana et Hachi. Malgré toutes leurs différences, leur relation est totalement crédible et bien développée. J'aurais du mal à vous la décrire, une amitié si forte qu'elle ressemble presque à un amour sans en être un. Elles tiennent tellement à l'autre qu'elles se montrent souvent jalouses, voire même possessives, calculatrices, mais ça n'essaye jamais d'en faire trop. C'est ainsi pour toutes les relations dans le manga, toutes placées dans un cadre réaliste. Car on ne va pas suivre les personnages uniquement dans l'évolution de leur rapport aux autres, mais aussi dans leur travail, dans leur galère financière, dans leur quotidien le plus basique. Ce qui est d'ailleurs représenté à travers les couvertures des différents tomes, où l'on voit les deux nanas vivre une journée typique du quotidien. Le manga s'intéressera pas mal au monde de la musique, grâce au Blackstone, le groupe de Nana, et Trap Nest, le groupe qu'a rejoint Ren et dont Hachi est, par le plus grand des hasards, une grande fan. Bien que cela soit le seul milieu véritablement mis en avant dans le manga, celui-ci est très bien décrit, avec toutes ces magouilles, les affaires d'opinion publique, les manques de liberté des artistes, et sera vu de plusieurs points de vue en fonction de chacun. Dans ce cadre, on suivra les évolutions d'amitié entre les personnages, qui peuvent radicalement changer d'un tome à l'autre, et surtout leurs nombreuses histoires d'amour. Vous vous en doutiez sûrement, il y a beaucoup de romances dans Nana. Et avant de vous parler de celle-ci, je crois que je vais devoir vous confier quelque chose. Même si cela peut vous étonner et que je risque de perdre énormément en virilité, je dois vous avouer que j'adore les romances. C'est un genre qui arrive très facilement à m'avoir. C'est d'ailleurs pas rare de retrouver des petites romances dans certains de mes mangas et animés préférés, quand ceux-ci n'en sont pas. Mais même si je dois avouer énormément aimer le genre, je ne peux pas me voiler qu'énormément de ces romances que j'apprécie ne sont absolument pas représentatives de la réalité. Je sais que certaines d'entre elles n'ont pas spécifiquement pour but de parler des relations en question et essayent de développer autre chose à côté, mais c'est quand même rare de voir des œuvres adressées à un jeune public aller au-delà de la déclaration d'amour, et quand c'est le cas, ça ne parle que rarement des conséquences de cet amour, des interrogations et des problèmes soulevés au quotidien. Alors que Nana aborde justement toutes ces thématiques dans un contexte qui permet au lecteur de se retrouver, car tout ceci peut très bien vous arriver à vous comme à moi. Peut-être même que certains d'entre vous se sont déjà posé les mêmes questions que les personnages, se les poseront à nouveau, ou même se les posent en ce moment même. C'est aussi une des raisons qui m'a fait accrocher à l'approche réaliste que propose le manga, car les personnages pourraient très bien exister. Les héroïnes, comme on pourrait les qualifier, n'en sont pas vraiment. On pourrait même croire que l'histoire qu'on est en train de nous raconter a réellement eu lieu. Rien que l'amour en lui-même est traité de manière ultra réaliste. Parce que, question que l'on ne se pose pas assez souvent en lisant une romance. C'est quoi l'amour? C'est avoir des sentiments tellement forts pour une personne qu'on a envie de passer sa vie avec elle, que l'on ne souhaite que son bonheur? C'est quand même simple comme réponse. Si c'est vraiment ça, pourquoi l'amour n'est pas plus simple dans la vraie vie de la réalité véritable? Pourquoi se pose-t-on autant de questions? Tout simplement parce que l'amour, comme beaucoup de sentiments, n'a rien de concret, ce que le manga a totalement compris. Ce n'est pas parce qu'un couple semble filer le parfait amour et que les deux conjoints semblent heureux en apparence, que leur relation ne peut pas se montrer un peu malsaine et qu'on ne peut pas la critiquer. Les personnages vont remettre leurs sentiments en question tout au long du manga, on aura beaucoup de mal à les cerner, mais ils auront autant de mal que nous, c'est justement leurs doutes qui nous aideront à comprendre ce que ressentent chacun d'entre eux. Je le répète encore une fois, mais ce manga est réaliste, et cette impression est renforcée par la forme. Ouais, d'ailleurs, parlons un peu du dessin. Première chose que vous avez dû remarquer, c'est qu'Aizawa ne dessine pas la majorité de ses décors. Elle utilise des photos sur lesquelles elle dessine ses personnages. Bien que cela peut paraître un peu surprenant la première fois que l'on tombe dessus, cela reste dans l'idée de ce qu'elle veut développer dans ce manga. Faire évoluer ses personnages dans un cadre et de manière réaliste. Après, le style on accroche ou on n'accroche pas, mais il est évident qu'Aizawa le maîtrise à la perfection, on le ressent surtout quand elle joue sur les noirs dans les phases de concert, mais le plus admirable, c'est son découpage. Putain de merde ce découpage. Quand elle a envie de te faire ressentir la puissance d'une scène, elle n'y va pas à moitié. Tout est calculé pour que même dans une lecture, le dessin ait un rythme qui monte pour qu'au final, il y ait le dessin ou le dialogue qui t'achève. Cela se voit notamment dans les phases de musique. Représenter de la musique sur papier n'est vraiment pas facile vu que le support est muet. Généralement, on préfère les formats animés pour les mangas musicaux, moi le premier. Mais Nana est l'exception qui confirme la règle. La mise en scène des concerts, les descriptions des voix, des musiques, la puissance qui se dégage des chanteuses, mais surtout les réactions du public. Sans même écouter ces musiques, on arrive à capter l'impact qu'elles ont sur ceux qui l'écoutent. Je serais presque tenté de dire que le fait qu'on ne puisse pas les écouter est une qualité, car grâce au dessin et sans le moindre son, elles nous touchent tout autant que ceux qui arrivent à l'entendre. C'est tellement rare qu'un manga me fasse ressentir autant de choses à sa lecture et même à sa relecture, tout ça grâce à la forme. Si ce n'est pas parfait, je me dois de lui reconnaître d'être l'un des meilleurs que j'ai pu lire sur ce point. Et si on doit parler de la forme dans sa globalité, parlons un peu de la narration assez particulière. En effet, chaque chapitre se commencera et se conclura avec un message qu'adresse l'une des nanas à l'autre, concernant les sentiments qu'elle ressentait à l'instant où l'histoire se déroule.
Dans un premier temps, cela nous aide à mieux comprendre les personnages qui ont alors suffisamment de recul pour poser des mots sur ce qu'elles n'arrivaient pas à montrer dans l'histoire. Mais en avançant, on verra que le but était de scinder la narration pour nous faire suivre deux histoires en parallèle, la deuxième qui se révélera petit à petit. Au début, c'est assez perturbant, cependant cela témoigne d'une totale maîtrise de l'auteur sur son œuvre. Et c'est à peu près ça Nana. Tout plein de détails que l'on pense anodins ou dont on croit connaître les aboutissements, mais qui en fait sont présents pour des raisons que l'on ne voit pas forcément venir. Bon, et bien sûr, si on doit parler de Nana, autant en profiter pour glisser quelques mots sur l'animé. Animé qui, à une époque, a obtenu énormément de reconnaissance par chez nous. Et pour en parler, autant l'introduire comme il se doit. Ça fait toujours autant de bien. L'anime est signé par le célèbre studio Madhouse, à qui on doit tout ça, et est réalisé par Morio Asaka. Il a été diffusé sur un an en 2006 pour un total de 47 épisodes qui adaptent la moitié du manga et 3 épisodes récap. Première chose qui frappe avec cet animé, c'est qu'il n'a pas spécialement bien vieilli au niveau de l'animation. C'est vrai qu'on a quelques plans qui sont beaux, voire même très beaux, cependant il arrive que ça pique un peu des yeux par moments. Mais à côté, c'est du tout bon. L'histoire est très bien adaptée, le doublage, même si j'ai eu du mal avec quelques personnages, est bon, l'esprit du manga a été conservé, et les musiques... Comme je vous disais que selon moi, le fait qu'on ne puisse pas les écouter dans le manga était une qualité, vous deviez penser que j'allais m'en plaindre. Et ça aurait été le cas, si les musiques n'étaient pas aussi excellentes. Anna Tsuchiya et Olivia Lofkin ont très bien compris ce qu'étaient leurs personnages, et nous offrent des performances tout simplement... grandioses. Je vous avoue quand même avoir préféré la version papier, mais nul doute qu'on a le droit à une adaptation de qualité. Cependant, est-ce que c'est suffisant pour vous convaincre? Est-ce qu'avec tout ça, j'ai réussi à faire le tour de Nana? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire? Laisse-moi deviner. Tu vas répondre que non et tu vas analyser le manga un peu plus en profondeur en profitant pour t'attaquer aux critiques récurrentes. Mais bien sûr que oui, évidemment. En effet, on entend souvent que même si Nana arrive à très bien développer ses personnages, il y en a malgré tout un qui foire son développement, à savoir Hachi, et qu'à cause de ça, le manga fait passer de mauvais messages. Bien sûr, je ne suis pas de cet avis, car ce serait oublier tout ce que le manga raconte à côté. Je n'ai eu de cesse de le répéter, mais le manga se veut réaliste, et la réalité, ce n'est pas que du bon. C'est tantôt des phases de joie, des moments qui restent gravés en nous comme d'excellents souvenirs, tantôt des moments plus sombres où l'on souffre aussi bien pour nous que pour les autres. Et surtout, ce sont des personnes toutes différentes, qui ne ressentent pas les choses de la même façon, qui n'analysent pas tous pareil, et qui ne font pas forcément les choix que l'on ferait. Je crois que t'essayes de nous dire un truc. Nana n'a de cesse de nous renvoyer cette idée, et l'évolution que subit Hachi n'en est qu'un exemple. Comme je vous le disais plus tôt, Hachi est l'archétype de la petite princesse qui est prête à tout pour atteindre son rêve de la vie de famille comme elle se l'imagine. C'est pour cela qu'au fil de l'histoire, elle va se laisser marcher dessus et qu'elle va subir les pires choses possibles, vu que selon elle, c'est un mal à affronter à cause de ses erreurs et du fait que ses sentiments ne soient jamais clairs. Elle ne veut absolument pas renoncer à cette idée. Même si cela peut vous sembler réducteur qu'elle ait cette façon de penser, sachez que dans la vraie vie de la réalité véritable, il peut y avoir des jeunes filles qui pensent ainsi, et qui, comme Hachi, se frotteront à la désillusion de la réalité en essayant d'atteindre leur objectif. Et cette vision est contrebalancée par les autres personnages. Rien qu'avec Nana, l'autre protagoniste qui renvoie l'idée inverse du personnage d'Hachi, tout en faisant elle aussi des erreurs. Donc en se précipitant, on pourrait penser qu'avec le personnage d'Hachi, le manga renvoie une vision sexiste des relations hommes-femmes. Mais franchement, un manga d'une part écrit par une femme, qui met en avant différents types de personnages en nous faisant comprendre leurs sentiments sans passer par des préjugés, ce n'est pas parce qu'une fille est actrice pornographique qu'elle a en permanence envie de coucher avec tout le monde, elle peut très bien vouloir une relation saine avec l'homme qu'elle aime et autant souffrir que n'importe quelle autre personne quand son couple va mal. Une personne n'a pas à avoir honte de n'avoir jamais eu de rapport sexuel, même si elle s'approche de ses 30 ans, il est compréhensible qu'elle ait peur que cela puisse arriver et qu'elle attende le bon moment où elle s'en sentira vraiment prête avec la personne qu'elle aime. Aussi bien les hommes que les femmes peuvent un jour penser avec leur libido quand ils se sentent mal et sont perdus dans leurs sentiments. Les hommes ne sont pas infaillibles et peuvent tout autant pleurer que les femmes. Un homme peut même avoir du mal à survivre privé de la personne qu'il aime et se détruire petit à petit sans le vouloir. Un manga qui donc met les femmes au même niveau que les hommes, ce serait pas plutôt un manga féministe? Mais pas le cliché du féminisme enragé. Non, celui qui traite les femmes et les hommes comme des égaux. Même quand le manga nous montre qu'un personnage commet de mauvaises actions, il ne le limite pas qu'à cela. Prenons un exemple concret, quand le manga parle d'infidélité. Certes, il y a des personnages qui n'ont pas de scrupules à être infidèles, et qui s'en montrent détestables. Mais il y en a d'autres qui ne font pas ça par envie. Ils ont leurs raisons et s'en veulent.
En s'intéressant à ces raisons et à la vie des personnages, on arrive à les comprendre. Et c'est un peu ça le message du manga. Il nous rappelle que toute personne a une vie, que dans le fond, les méchants et les gentils n'existent pas, qu'il y a juste que des humains, chacun différent. Ce n'est pas une morale qui dit que dans le fond, tout le monde est gentil. On nous montre bien qu'il y a des personnes qui peuvent agir avec de mauvaises intentions en ayant conscience. Mais que ce n'est qu'une facette parmi tant d'autres, et qu'aucune personne ne se limite qu'à cela. Le manga nous montre par quel concours de circonstances des personnes toutes différentes peuvent évoluer. Le but n'est pas de nous faire cautionner les actions de chacun, mais de nous les faire comprendre. Et même si vous trouvez que le message est simple et facile, la façon dont Ayazawa nous le fait passer est parfaitement réussie. Parce que ce manga a cette universalité qui permet à n'importe qui de se retrouver à un moment dans sa personnage ou dans une situation. Rien que les deux nanas sont un bon moyen de permettre à un maximum de jeunes filles, qui sont le public cible de ce manga, de se trouver un repère. D'un côté la petite fille gentille à ses clichés, de l'autre l'espèce de rebelle qui ne se soumet jamais. C'est pour cela que les personnages sont si différents en apparence, mais semblables dans les sentiments qu'elles peuvent ressentir. On sent presque qu'Ayazawa essaye de proposer le total opposé des romances shoujo typiques. On le ressent avec quelques pics glissés ça et là dans le manga. Mais surtout ne vous laissez pas avoir par le terme shoujo, car ce manga peut atteindre n'importe qui, peu importe son sexe, notamment si comme moi, vous êtes dans la même tranche d'âge que les personnages. C'est sans doute la raison qui fait que ce manga est autant apprécié par ses lecteurs, car c'est un manga qui ne prend pas son public pour des cons, et qui n'hésite pas à lui faire du mal quand tout semble aller bien. Pour être honnête, je vous avoue qu'à l'époque où j'étais jeune, con et plein de préjugés, la première fois que j'ai entendu parler de Nana, je me disais que si je devais lire ce manga un jour, j'allais le détester. Mais véritablement le détester. Tout ce que j'entendais par rapport au manga ne me donnait pas envie et me refroidissait toujours plus à l'idée de commencer. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai aucun mal à dire que Nana, au même niveau qu'un Gun, qu'un Karakuri Circus ou qu'un Fullmetal Alchemist, est l'un de mes mangas préférés. Que Nana est sans conteste un... Bah vas-y, finis cette vidéo en disant que Nana est un excellent manga que tu recommandes. Non. Quoi ? Je ne peux pas conclure cette vidéo en disant que Nana est un bon manga. Parce que ce n'est pas ce que je pense. Nana n'est pas un bon manga. Nana est un manga qu'il est bon de lire. Il fait partie de ces œuvres dont la lecture peut apporter plus de bien que de mal. Pour tout ce qu'il raconte, pour tout ce qu'il traite, pour tout ce qu'il fait véhiculer, je vous ai même pas parlé de la moitié de tout ce qu'il y a dans ce manga. C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps pour vous en parler, parce que j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce manga avec cette vidéo, car il le mérite. Au point de se faire appeler meilleur shoujo de tous les temps ? J'en sais rien et franchement je m'en fous de connaître la réponse, car ce titre, déjà qu'il soit vide de sens et sans intérêt, ne changera rien à la qualité de ce manga. Donc c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. Pas en vous recommandant de lire ou regarder Nana, mais en vous disant de trouver au plus vite le temps de lire ce manga ou regarder l'anime. Même si au jour de la sortie de cette vidéo, le manga est toujours en pause, même si je ne peux pas vous garantir que le manga reprendra à jour, il n'y a que comme ça que je peux conclure cette vidéo. Et alors qu'aujourd'hui j'essaye d'éviter de parler de mangas qui ne sont pas terminés, je considère que la pause de Nana est juste une mauvaise excuse pour ne pas se lancer. Lisez Nana, regardez Nana, au choix, mais faites-le. Voici donc la fin de ce manga Sky qui aura mis du temps à arriver. Si jamais vous l'avez apprécié ou non, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, bleu ou gris, c'est votre choix. Laissez un commentaire, vous abonner et surtout partager pour faire découvrir ce manga à ceux qui ne le connaissent pas, ou pour dire à tout le monde que je ne m'y connais pas du tout en manga. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux si tu veux suivre mon travail. Sur ce, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, allez, c'était Haru, salut!